Donc, merci beaucoup à Christine Sukich et Séverine Ménière-Hérol de votre invitation. Et je suis ravie de parler de l'imaginaire marionnettique après les différents intervenants qu'on a eu cette année, parce que j'ai trouvé que vraiment les questions qui avaient été posées étaient aussi des questions qui habitent ma propre réflexion. Donc, je trouve que ça a vraiment enrichi les choses et j'ai l'impression qu'il y a un faisceau de réflexion commun là qui se met en place et je trouve ça particulièrement intéressant et enrichissant. Alors au départ j'avais donné un autre titre à cette intervention en parlant aussi de l'automate et je me suis aperçue que ça fonctionnait pas très bien. Donc, je vais reprendre cette question de l'automate quand même, mais vous allez voir que c'est aussi pour montrer que à chaque fois qu'elle est posée, en fait, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout quand il s'agit de figurer l'Antiquité. Donc, simplement, peut-être pour évacuer le sujet rapidement, je rappellerai qu'on a quelques traces de la pratique des marionnettes dans le monde antique qui laissent entrevoir des spectacles populaires mettant en œuvre des montreurs de marionnettes qui contrôlent leurs poupées par des fils chez Xénophon, chez Platon, chez Athénée, chez Diodore de Sicile. Euh, mais ces quelques témoignages rangent les marionnettistes au rang des magiciens et des truqueurs, et ils ne suffisent pas vraiment à établir une continuité, même pas du tout en fait, entre la pratique des antiques neurospastai, comme on les appelle, et celle des marionnettistes médiévaux ou modernes. C'est-à-dire que l'Antiquité ne peut pas être un modèle pour les marionnettistes forains, ni pour les aristocrates qui montent leurs automates dans les grandes cours européennes au siècle classique. Ça n'a rien à voir, les pratiques n'ont rien à voir. Et pourtant, euh, alors même que j'évacue cette continuité, dans la tentative qu'il fournit pour réhabiliter un genre déconsidéré, pour le hisser au rang d'art, le romantisme fabrique une autre forme de continuité entre la marionnette antique et la marionnette moderne. C'est, et ça s'exprime au sujet de l'ensemble du théâtre, hein, le fantasme d'un théâtre des origines venu de Grèce, qui pousse les premiers historiens de la marionnette à rapporter la pratique de la marionnette européenne médiévale et moderne au grand modèle antique, comme on le fait depuis plusieurs siècles déjà à l'époque pour le théâtre tragique. Euh, je crois que cette continuité n'est pas pensée avant le 19e siècle, en tout cas je n'en ai pas d'exemple, mais l'un des premiers, Charles Nodier, établit l'identité entre marionnettes anciennes et marionnettes modernes. Et à partir de là, les anecdotes évoquées ne suffisent plus, puisqu'elles tendent presque toutes, les anecdotes antiques, hein, des textes antiques, tendent presque toutes à faire de l'art marionnettique un jeu d'amuseur pour enfants, au même titre que les jongleurs. Donc, on est en peine de modèle et on va se tourner vers quelques témoignages plus nobles qui rapportent le jeu marionnettique à une origine sacrée. C'est notamment le cas d'un d'un certain nombre de textes, hein, d'un corpus consacré aux marionnettes égyptiennes, un corpus antique. On trouve notamment un récit de Lucien qui mentionne les statuettes phalliques semi-mobiles à la fonction oraculaire, des statues qui indiquent d'un signe de tête la volonté divine et font l'objet d'un culte dans un temple syrien consacré à Dionysos. Athénée rapporte lui aussi des statues de divinités machiniques transportées sur des chars, attraction spectaculaire déployée lors du cortège d'une fête organisée par Ptolémée Philométor à Alexandrie. Macrobe évoque lui aussi une version cette fois-ci dégradée, sécularisée de cette dimension oraculaire à Rome, lorsqu'il décrit une réplique de la statue de la Victoire couronnant Métellus au cours d'un banquet dans une mise en scène destinée à flatter le souverain pontife. Et on en retrouve une version ludique avec une colombe de bois capable de voler décrite par Ulugel. Et cette fois-ci, ces différents automates qui semblent transporter dans la sphère profane les procédés élaborés dans le secret des temples sont capables de faire un mouvement répétitif. Ils sont nombreux à l'époque hellénistique. Et donc, à partir de ces quelques exemples, le modèle de la statue mise en mouvement par différents procédés
d'automation, si on peut le dire comme ça, propose à l'imaginaire romantique le rêve d'une marionnette antique faite à l'effigie des dieux. Mais il s'agit donc d'un modèle au départ fixe qui n'est animé que en second lieu, sacré, même s'il se dégrade, puisque c'est la hiérarchisation qui est proposée par le récit que le romantisme en fait, hein, dans une version mobile, profane, celle de l'automate. Je vais essayer de montrer que les théoriciens qui se succèdent, et j'aurai sans doute pas le temps de reparcourir l'ensemble du trajet, mais je donnerai quelques jalons, privilégient la fixité statuaire au mouvement automatique dans une stratégie de légitimation du genre marionnettique qui engage un rapport bien spécifique à l'imaginaire de l'Antiquité, qui oriente la compréhension du jeu marionnettique dans une direction ritualisée, marmoréenne, et tourne le dos aux amuseurs et aux forains. Ça ne va pas sans difficulté pour penser la présence scénique de la marionnette ou du comédien dont elle est l'effigie, puisque si le mouvement est intégré au cadre de l'imaginaire statuaire, c'est selon des modalités ritualisantes bien précises qui orientent l'esthétique de ces spectacles. Et donc, c'est ce que je me propose d'étudier ici, en partant des premières histoires de la marionnette au 19e siècle, mais j'essaierai de conserver un peu de temps pour aller jusqu'à la pratique contemporaine qui se ressaisit de cet entre-là, entre imaginaire marionnettique et imaginaire euh, de l'Antiquité. Alors, premièrement, donc marionnette et archaïsme. Je suis partie de l'histoire des marionnettes en Europe de Charlemagne, datée de 1862, qui situe l'origine du genre dans une pratique rituelle de l'Égypte et de la Grèce antique. Donc, double origine, hein, établissant l'équivalence entre statue mobile et marionnette. Dans l'ensemble des sections consacrées à l'Antiquité, Magnien requalifie les poupées du titre de statue, y compris, et ça me semble intéressant, lorsqu'il s'agit de décrire les jouets pour enfants, et il les fait descendre des effigies des dieux installés dans les sanctuaires pour des motifs religieux. Magnien souscrit à l'hypothèse noble d'une origine sacrée, qu'elle soit rapportée aux célébrations des temples grecs ou aux pratiques religieuses égyptiennes. Et la marionnette, en fait, dont l'histoire est calquée sur le théâtre d'acteurs, y trouve une légitimité qu'elle n'a pas encore à l'époque, hein, une forme originelle susceptible de concilier ce qui apparaît comme un manque, c'est-à-dire son caractère fruste, et une forme de grandeur, sa sacralité. Ce que nous montre d'abord la plastique naissante, c'est le morceau d'argile encore informe ou le tronc d'arbre à peine dégrossi que le père de ses enfants a choisi pour idole. Ce fétiche, d'abord pur symbole, sera façonné peu à peu et deviendra une sorte de statue massive, ce que les Grecs ont appelé un xoanon. Puis cette idole sera coloriée, habillée, couverte de fleurs et de bijoux, et ce n'est point encore assez. L'art hiératique, après avoir imprimé à ce soliveau fait Dieu quelques-unes des plus superficielles apparences de la vie, voudra y joindre le signe caractéristique non seulement de l'être, mais de la puissance, le mouvement. De cette dernière prétention est née la sculpture mobile, qui constitue une phase notable, quoique qu'on peut remarquer, de l'histoire, ou si l'on veut, de l'enfance de l'art. Donc, le grand récit de la naissance de la marionnette sous la plume de Magnien obéit à plusieurs étapes. L'idole, faite du bois le moins remarquable, mais capable d'attirer à elle la charge symbolique qui accompagne la foi, se caractérise d'abord par son absence de mouvement autant que par sa présence mystérieuse. L'entrée en mouvement des statues fatidiques, parce qu'elles disent le destin, hein, fatidique, se pensent secondairement. Les fils qui permettent de leur donner vie ne sont qu'une manière de confirmer le statut paradoxal de forme certes inanimée, mais ô combien vivante, en ce qu'elle recèle en elle une divinité, donc cette charge symbolique liée au sacré. La marionnette est le pendant d'une ontologie panthéiste dans laquelle le vivant se cache en chaque objet. Et dans ce cadre, finalement, il n'est guère besoin d'animer la statue pour la faire vivre. Le mouvement peut demeurer minimal. C'est le regard du croyant qui donne vie à l'idole. Pourtant, on mène Magnien mène le trajet jusqu'au mouvement, jusqu'à la mise en mouvement mécanique, qui demeure le signe de l'être, mais aussi le signe de la puissance. C'est en fait l'animation, la mobilité qui vient désigner le sujet et le faire sortir de ce statut d'objet. Donc, Magnien résume l'alliance de ces deux modèles, plastique et mécanique, comme l'alliance de deux dimensions, que je trouvais intéressante pour justement penser ce rapport de la statue
à l'automate. La plastique, avant d'être sortie de la tutelle sacerdotale et d'avoir trouvé dans ses propres forces et dans le génie des grands artistes la puissance de communiquer au marbre une vie idéale et mule de la vie réelle, demanda à la mécanique les moyens d'imprimer au simulacre divin, sinon le mouvement, du moins la mobilité. Et je trouve aussi intéressant cette distinction entre mouvement et mobilité. Donc, il s'agit de donner la vie au marbre mal dégrossi, mais la mobilité ne fait en cela que compenser l'inhabilité des sculpteurs qui sauront peut-être, c'est ce qu'on a l'air de dire avec Magnin, plus tard insuffler la vie sans mouvement par les raffinements de leur art. Le mouvement ne semble être qu'accessoire, il est une vie faute de mieux, moins réussie que la vie idéale communiquée par le génie classique et qui se satisfera, elle, de l'immobilité. Donc, ressort ou fil viennent mouvoir les statues primitives pour former un spectacle religieux propice à activer le mystère de la foi. Cette origine religieuse est pensée comme commune avec celle des marionnettes françaises, dont le nom d'ailleurs les rattache, selon la doxa relayée par Magnien, à celui de la Vierge. Petite Marie, les marionnettes modernes reproduisent ce qui caractérisait en fait déjà les marionnettes antiques, cette origine sacrée, un lien intrinsèque avec les pratiques religieuses, une simplicité archaïque et populaire, aussi bien pour penser leur forme que leur mouvement. Les Grecs, avec leur propriété ordinaire d'expression, nommaient les statues de ce genre agalmata neurospasta, c'est-à-dire figures mues par des fils, ce que nous avons appelé en France du mot d'abord religieux, puis quelque peu railleur et profane de marionnette. Donc, des dimensions plastiques et mécaniques qui les caractérisent, c'est le hiératisme que Magnin retient pour évoquer les origines de la marionnette. Hiératisme au cœur du titre de son chapitre deuxième, consacré à l'Antiquité, pardon, et qui vient concilier modèle statuaire et modèle mécanique. Donc, les anecdotes qu'il rapporte au sujet de l'Antiquité ancienne tendent à faire des premières marionnettes des statues oraculaires qui s'agitaient d'elles-mêmes. Le dieu capable de pantomime, décrit par le pseudo-Lucien, est requalifié en statue grossièrement animée, tout comme l'effigie de Bacchus, décrite par Athénée, ou les automates dédaliques, animés entièrement grâce à un seul fil. Ces derniers me semblent un exemple intéressant puisque leur dimension profane et ludique est affirmée, mais il n'en reste pas moins, selon Magnien, les descendants des statues des dieux dégradés pour un usage séculier. La logique statuaire qui préside à la naissance de la marionnette est reliée à une forme d'archaïsme et à un usage sacré qui conviennent bien à l'imaginaire du théâtre antique, au XIXe siècle particulièrement. Magnin remarque pourtant combien, lorsqu'on la considère dans sa version noble de statue divine ou dans sa version ludique de jouet pour enfants, la poupée antique est éloignée d'une pratique proprement dramatique. La suite de sa démonstration cherche à retisser le lien entre les origines sacrées et une pragmatique théâtrale. Mais là encore, il convoque des formes plus nobles que celles décrites par les témoignages antiques, et notamment la tragédie, dans une logique génétique qui tend à renverser l'anathème porté contre la marionnette comme dégradation du genre tragique. Et ça m'intéresse beaucoup parce que l'histoire de la marionnette est souvent faite à l'inverse, comme seconde et dégradant un jeu d'acteur noble qui serait le jeu d'acteur tragique. C'est l'inverse qui se produit chez Mania, hein. Lorsqu'on se rappelle que les acteurs d'Échille de Sophocle et d'Euripide étaient eux-mêmes à moitié de bois, montés sur des espèces d'échasses, ayant des avant-bras postiches et les mains agrandies par des rallonges, on est un peu moins surpris de voir des comédiens xylogènes si facilement acceptés en un lieu où l'on avait applaudi naguère tant et de si admirables chefs-d'œuvre. Donc, il prend à contre-pied une anecdote très célèbre qui est racontée par Athénée, hein, celle d'un marionnettiste invité à jouer dans le grand théâtre de Dionysos. Athénée en faisait, il trouvait la preuve de la dégradation des théâtres au IIIe siècle après Jésus-Christ. Au contraire, Magnin établit un lien entre le jeu de l'acteur et la marionnette en cherchant déjà dans l'acteur une sorte de proto-marionnette. L'acteur tragique prothésé grâce aux cothurnes, il se trouve que les cothurnes ne sont pas du tout attestées à l'époque classique athénienne, hein, mais
Bon, à l'époque de Manin, c'est la doxa de penser le jeu tragique à partir du coturne. Protégé, protégé également grâce au masque, à des membres postiches. Donc l'acteur n'est qu'une image grandeur nature de la statification propre à ce théâtre archaïsant. En fait, ici, pour travailler à la relégitimation de la marionnette, Magnin développe des notations qu'on trouvait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle constitue la doxa sur la tragédie grecque, hein, chez l'abbé Barthélemy en 1788 au sujet des acteurs grecs. La relation de l'abbé Barthélemy, qui est vraiment extrêmement diffusée et qui fait date pour la diffusion auprès du grand public d'un imaginaire du jeu tragique. Cette relation faisait mention des masques, mais également de la grande taille des acteurs, quatre coudées, des cothurnes, de gantelets qui prolongeaient leurs bras, de prothèses permettant que la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps s'épaississent à proportion. Et lorsque, conformément aux lois de la tragédie qui exigent une déclamation forte et quelquefois véhémente, cette figure presque colossale revêtue d'une robe magnifique fait entendre une voix dont les bruyants éclats retentissent au loin, il est peu de spectateurs qui ne soient frappés de cette majesté imposante et ne se trouvent plus disposés à recevoir les impressions qu'on cherche à leur communiquer. Barthélemy s'appuie ici sur Winkelmann, hein, donc sur un modèle marmoréen, et donne le tableau de comédiens statufiés dont l'immobilité colossale semble seule propice à faire naître la terreur dans le public. La référence au colosse fait sans doute écho dans l'imaginaire de l'abbé Barthélemy au coureuil inachevé découvert dans les fouilles en Grèce au XVIIIe siècle. Et elle impose un modèle à la fois statique et archaïque, hein, puisque les coureuils datent du 7e et du 6e siècle, donc quelques siècles avant la période de la tragédie classique en Grèce. Mais un imaginaire aussi funéraire ou votif, déployé à une époque où la statuaire grecque est fortement influencée par l'Égypte. La logique statuaire permet de sacraliser le personnage tragique, de le construire au-delà de l'humanité, et donc déjà présente dans le jeu des comédiens selon le récit du théâtre antique qu'en proposait Barthélemy. Cette logique statuaire prépare, pour ainsi dire, la colonisation des théâtres grecs par les pantins de bois de Potéinos dont Athénée faisait la dégradation du théâtre tragique. Mais en fait, Magnien va beaucoup plus loin que Barthélemy, puisque il inverse la génétique théâtrale ordinairement acquise et pour lui, dans sa version sacrée de Xoanone, la statue rudimentaire de bois présente dans les temples euh, serait, donc cette forme marionnettique rudimentaire, serait à l'origine du costume autant que du jeu tragique. C'est-à-dire qu'il faut postuler non pas que la marionnette suive et imite un jeu tragique déjà statuaire, mais qu'en fait ce jeu tragique statuaire imite une statue dans laquelle il voit une proto-marionnette. Les acteurs attiques imitent les Xoana, qui sont donc l'origine du théâtre le plus prestigieux et le plus ancien du monde, l'origine de l'origine, pourrait-on dire. Pour ma part, je ne doute pas qu'à la sortie de la période hiératique, les premières marionnettes grecques, les Xoana, n'aient conservé donc un glissement, hein, parce que les Xoana, ce sont en fait des statues, ça n'a jamais signifié marionnette, mais c'est grâce à ce glissement que Magnien invente une origine à l'origine enfin, qui est déjà la tragédie grecque, hein, à l'origine du théâtre, les conserver pendant quelque temps leur ancien costume sacré qui devint, comme on le sait, le costume scénique, celui qu'Échille fut accusé d'avoir dérobé au mystère et qu'il avait emprunté plus probablement aux agalmata neurospasta des anciens temps. L'immobilité de la statue se traduit par le caractère prothésique du corps du comédien, dont les membres se prolongent par des objets inertes, échasses, avant-bras postiches, mains agrandies par des rallonges, animées artificiellement par ses propres mains et pieds. Le renversement est d'ampleur puisque Magnin suggère ici l'influence directe de la statue marionnettisée sur l'acteur et donc sur la construction du jeu très. Il n'est pas jusqu'au masque qui ne confirme cette analogie entre jeu tragique et marionnette, consacrant le caractère hybride du comédien antique, homme, qui prête sa chair et sa voix à l'inanimé pour construire un personnage statuaire. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer la singulière ressemblance qui existe entre la forme, la matière et les effets de cet instrument, que nous appelons sifflet pratique ou plus simplement pratique, et l'espèce de bouche de cuivre dont Eschyle et ses successeurs avaient pourvu les masques tragiques et comiques. Je vais plus loin.
N'est-il pas permis de supposer que le petit instrument dont je parle et qui n'a d'analogie avec aucun des usages modernes nous a été transmis par les névrospaces de l'Antiquité, qui s'en servaient pour varier leurs intonations et surtout pour communiquer à la voix de leurs acteurs quelque chose de l'accent particulier que contractait celle des comédiens antiques en passant par la bouche d'airain des masques de théâtre et pour reproduire ainsi le timbre métallique auquel l'oreille des auditeurs était accoutumée. Donc le masque, je rappelle que depuis le XVIe siècle, les traités sur la tragédie rapportent la fonction du masque à celle d'un porte-voix, parce que tout simplement, ils n'envisagent pas le masque en termes de jeu, mais en termes d'accessoires. Euh, et c'est le masque qui, selon Manière, rapproche le comédien de la marionnette. Le hiératisme de l'acteur antique semble trahir une filiation qui aurait permis, dans la reconstitution historique plus ou moins fantasmée qu'il en donne, hein, de remplacer sans coup férir l'acteur par une marionnette dès le IVe siècle, et ce d'autant mieux que l'acteur lui-même n'était qu'imitation des statues premières. Alors, cette histoire racontée par Charles Magnin euh, donne lieu à de nombreuses réécritures qui, à peu près toutes, retravaillent exactement les mêmes données. J'en donnerai seulement quelques exemples parce que le temps file. Euh, D'abord, Gaston Batty et René Chavance qui retracent dans leur histoire des marionnettes un processus qui retrouve toutes ces étapes élaborées par Magnin, hein. De la statue mobile, la marionnette est née, dans le rayonnement du dieu, sur les marches de l'autel, comme le théâtre lui-même en même temps que lui. Donc encore une fois, hein, la marionnette n'est plus imitation du comédien, donc seconde dans l'histoire d'un théâtre construit à partir de l'origine éphilienne, mais source absolue, née en même temps que le théâtre, donc première. Et dans la course à l'Antiquité, Échille a 15 siècles de retard sur la première marionnette. Gaston Batty et René Chavance font état des découvertes de l'abbé Drioton, euh, qui aurait mis à jour toute une série de textes dramatiques remontant au XXIIe siècle. Le théâtre est plus vieux de 15 siècles qu'on ne le pensait jusqu'ici. La construction est déjà celle de la tragédie éphilienne, avec le chœur et les deux acteurs. Seulement, si le chœur est composé d'hommes et de femmes, il semble bien que les répondants, les dieux qui mènent l'action, soient encore de grandes marionnettes. Un moment arriva pourtant où elles ne suffirent plus au jeu qui leur était demandé. Peut-être aussi les esprits apparaissaient-ils moins terrifiants et les dieux s'étaient-ils assez humanisés pour que des hommes s'enhardissent à oser ce qui leur eût semblé jusqu'alors sacrilège, se substituer aux images sacrées, faire de même une effigie des immortels. Alors parut l'acteur, il s'appliqua du moins à se donner une certaine ressemblance avec la statue dont il était le succédané. C'est le visage barbouillé de lit de vin, rappelant les vives polychromies sculpturales que Pan et Satyre déroulèrent les théories véhémentes du cœur dithyrambique. Puis, le jour où sur le logeion du théâtre de Dionysos montèrent les premiers acteurs tragiques, ils se firent tout proches des massifs effigies des anciens statuaires, haussés sur les épaisses semelles triangulaires des cothurnes, la poitrine, le ventre, la croupe, les épaules, les bras, les jambes, rembourrés de coussins, la tête prise dans l'armature du masque, cette carcasse de toile enduite de plâtre dans lequel était moulé un visage à l'expression vigoureusement synthétique. La marionnette n'est donc pas, comme on serait tenté de le croire, une imitation du comédien, c'est au contraire l'acteur qui est historiquement un substitut, honteux d'abord, de la marionnette. Donc, dans ce récit que proposent Batty et Chavance, le passage de la marionnette au comédien est compris comme une dégradation sacrilège, celle d'un homme enhardi au point de singer lui-même la divinité. Le pauvre acteur barbouillé et véhément commence sa carrière dans les cortèges bachiques, hein, les théories véhémentes du chœur dithyrambique, et rapporté à une origine liturgique bouffonne, il devient, de ce fait, l'ancêtre de la comédie, quand la marionnette, elle, et les acteurs qui l'imitent, constituent le véritable ancêtre de la tragédie. L'opposition est radicale entre d'un côté un cortège polychrome, agité, réunissant pans et satyres, et de l'autre, de massives effigies marmoréennes au mouvement entravé. Donc l'entreprise de réhabilitation de la marionnette passe par une inversion de l'histoire du théâtre telle qu'elle se raconte d'ordinaire. La marionnette est désormais un intermédiaire entre statuaire sacré et comédien.
Les dieux présents sous une forme facteur au fond des théâtres antiques auraient fourni un modèle au jeu hiératique des comédiens venus les relayer au plateau. Grandes marionnettes inanimées en fond de scène, les statues des dieux font du théâtre un lieu à mi-chemin entre le temple et l'espace de jeu, entre sanctuaire et espace profane, ce qui permet également de penser le théâtre comme lieu rituel, ce qui est une des grandes questions posées au théâtre à partir de la fin du 19e siècle. Euh, ce travail de réhabilitation de la marionnette, fourni par les mouvements romantiques et symbolistes, préfigure à un siècle d'écart un mouvement favorable au support marionnettique, dont je ne vais pas parler ici parce que c'est une histoire à part entière, mais je mentionnerai simplement que les années 70, enfin 1970-1980 voient l'émergence d'un mouvement qui travaille à sortir la marionnette de ce qu'on appelle, de ce que Michael Meske appelle son ghetto. Et les acteurs de ce mouvement poursuivent la rhétorique mise en place par le siècle précédent. Par exemple, Henryk Jokowski, qui est responsable de la marionnette auprès du ministère de la Culture polonais, secrétaire de l'UNIMA de 72 à 80, relaye cette histoire sacrée proposée par Magnien lorsqu'il fait de la marionnette un objet né comme représentation visible des divinités dans le cadre du rituel unissant l'Égypte, la Grèce et Rome autour de l'utilisation de grandes sculptures mobiles, idoles représentant une divinité ou des ancêtres divinisés, adoptant peu à peu la forme et la taille des marionnettes que nous connaissons. Il insiste sur ce qui distingue la marionnette de l'acteur. Donc, elle n'est pas née sur les marges des autels comme le théâtre tragique grec, elle est née sur l'autel lui-même. L'acteur de chair et d'os semble en déficit de sacré par rapport à la marionnette qui assure, par sa forme sculpturale et archaïsante, un support propice à l'emploi tragique. Donc, la marionnette définie de manière extensive par Magnien et bâtie comme statuaire mobile devient la matrice d'un mode de figuration théâtrale aux origines rituelles qui la rapproche du sacré. Elle fait partie d'une stratégie de resacralisation de l'expérience théâtrale, ouvrant la voie à une pensée du jeu comme expérience de la transcendance, moment de partage avec le divin, qui rejoint la quête de mystère proposée par le symbolisme et de participation mise en avant par les avant-gardes au début du siècle. Selon ce modèle conceptuel promis à une grande postérité jusqu'à Artaud, l'immobilité est première. Si elle laisse place à différents modes d'animation, à fil pour le cas des neurospastas, en prise directe pour le cas du comédien agitant ses prothèses, l'accent reste mis sur le caractère inanimé et hiératique de la statue, sans que cette inertie soit une mort, contrairement à la rhétorique qu'on trouve par exemple chez Maeterlinck. La mobilité elle-même est envisagée moins en termes de mouvement qu'en termes de puissance de vie. Mais si cette immobilité relative, impliquée par l'usage du cothurne et le hiératisme du comédien sont premiers, c'est le jeu qui, mettant en branle la statue, se fait problématique. Comment animer les massives effigies sans perdre la sacralité archaïsante de la statuaire? Les successeurs de Magnien construisent leur théorie du jeu en s'adossant à cette logique marmoréenne. La marionnette devient pour eux le moyen de penser une animation mécanique sans renoncer aux vertus sacralisantes de l'immobilisme. Alors, il faudrait ici s'arrêter sur Maeterlinck, euh, sur Claudel, je, que je ferai pas, et surtout sur Craig. Je vais passer sur tout ça parce que j'aimerais parler quand même suffisamment longtemps d'un corpus plus contemporain et de ce que ces questions deviennent dans le contemporain. Donc, bon, Craig, et puis je pensais aussi vous parler un peu de Meyerhold, mais évidemment, c'est beaucoup trop, tout ça sera beaucoup trop long. Donc, j'en arrive tout de suite au contemporain et à ces représentations de la tragédie grecque sous forme de marionnettes sur lesquelles je travaille depuis quelques temps. Donc, comment ces représentations tirent parti de l'immobilité statuaire et de sa présence scénique tout à fait favorable à la figuration de l'Antiquité, mais tout en essayant de les mettre en mouvement. Alors, non pas peut-être tant par une forme automatique que par ce que j'ai appelé le jeu des matières. On va voir.
ce que ça peut prendre comme forme. Alors, on pourrait penser que à la fin du XXe siècle et puis au XXIe siècle, l'affinité entre marionnette et antiquité statuaire a fait long feu et l'a reléguée à un discours de lutte d'une époque où la marionnette avait besoin d'un modèle noble pour se penser comme art à part entière. Pourtant, on retrouve des traces de ce discours dans la pratique contemporaine lorsqu'elle mobilise les arts de la marionnette pour monter le théâtre tragique. Donc, je vais ici revenir sur quelques exemples tirés du répertoire marionnettique tragique contemporain pour réfléchir justement à cette tension que la marionnette engage en termes de jeu tragique entre immobilité et mouvement. J'ai ici mis une petite liste de spectacles de tragédie grecque montés sous forme marionnettique. Donc, l'Antigone de Michael Meschke, dont je parlais tout à l'heure, donnée à Stockholm en 1977, à une époque où la marionnette est encore en lutte pour sa légitimité. Celle que monte Hubert Jappel à Cergy-Pontoise en 81, là encore, hein, dans ce moment clé pour la reconnaissance de la marionnette. Celle de Massimo Schuster, donnée en 91 à Charleville-Mézières et à Cannes. Le triptyque enfin de Brice Berthoud et Camille Trouvé, formé de Une Antigone de papier en 2007, Au fil d'Édipe en 2009, puis L'Oiseau de Prométhée en 2023 à Malakoff, puis au CDN de Rouen. Je vais me contenter, pour définir en fait ce corpus aussi autour d'une véritable unité, de rappeler que les membres des compagnies Archétal et les Anges au plafond ont été élèves à Charleville-Mézières, où Michel Meschke enseignait. Donc il y a une continuité évidente entre ces trois spectacles. De prime abord, on est frappé de remarquer combien l'imagerie attachée à l'Antiquité grecque informe en profondeur les modalités spectaculaires de ces productions. Les formes choisies pour en figurer le personnel me semblent valider l'hypothèse d'une permanence des imaginaires au sujet du héros tragique, voué à être figuré sous une forme statuaire et caractérisée par la démesure. Et à ce titre, la figuration marionnettique paraît valider la logique culturelle et colossale dont je viens d'évoquer la formation au XIXe siècle, dans le cadre de laquelle peut-être aucun comédien de chair et d'os ne serait capable de porter un tel rôle. En tout cas, ça pose suffisamment de problèmes pour qu'on essaie de trouver d'autres modes de figuration. Alors, au sujet de la démesure, les marionnettes des quatre spectacles sont éloquentes. Donc, certaines photos sont pas très bonnes parce que c'est moi qui les ai prises dans les réserves du musée Gadagne, ce qui fait que, enfin, on me les a, les différents metteurs en scène ont eu la gentillesse de me les communiquer, mais euh, c'est un peu variable la qualité des photos, j'en suis désolée. Donc sur la démesure, on trouve cette ampleur d'un spectacle de Michel Meschke, que vous avez ici à gauche, hein, où les poupées sont aux dimensions humaines, portées à la manière Bunraku par trois manipulateurs chacune, manipulateurs RIS, hein, ce qui leur confère une dimension presque mythique et qui réactive cet imaginaire statuaire face auquel l'humain semble réduit à une échelle inférieure. À droite, vous avez les marionnettes de Greta Brugmann, hein, pour la compagnie Archetal, qui se caractérise elle aussi par leur échelle monumentale, surplombant de leur hauteur la manipulatrice Sylvie Osman, qui les manie à l'aide de grandes perches au-dessus de sa tête. Plus clairement encore, l'appel à l'imaginaire de la démesure peut s'exprimer dans les spectacles de Hubert Jappel, de Camille Trouvé ou de Meschke, encore une fois, pour la saga d'Édipe en 80, grâce à une technique de manipulation qui utilise des marionnettes géantes, peut-être lointain descendantes de la surmarionnette crégienne, habitées par un comédien ou une comédienne qu'elle dépasse de fort loin. Les larges drapés, les mains protésées d'Hubert Jappel, ici, donnent à la figure ainsi présente sur scène une ampleur qui semble propice à reproduire l'impression d'excès attachée à l'acteur tragique d'effet sur ses cothurnes. Et le visage qui surplombe l'ensemble est modelé selon un imaginaire du masque qui dépasse de bien loin les dimensions du visage humain. Et je vous ai mis à côté un dessin du Père Japel que j'ai pu consulter lorsque je suis allée au théâtre de l'Usine rencontrer sa fille qui m'a donné accès aux archives.
Qui archive toujours à Cergy-Pontoise et qui pour le moment sont pas publics malheureusement. Donc les dessins prévoyant un masque au-dessus du comédien semblent reconduire l'imaginaire de la surmarionnette de Craig, construisent un personnage à taille surhumaine. Le traitement des figures divines par les anges au plafond est révélateur lui aussi des jeux d'échelle permis par la forme marionnettique. Donc vous voyez à gauche au fil d'Édipe avec le comédien qui est sur un plateau surélevé. En dessous du plateau, une marionnette et le comédien lui-même porte une espèce de, de, de tête de bouc dionysiaque. Donc l'apparition de Dionysos dont le masque de bouc conforte l'imaginaire caprin et rehausse le comédien permet de conférer à la figure divine une grandeur qui marque sa distance vis-à-vis de la marionnette portée figurant Édipe. Et cette différence d'échelle se retrouve dans l'oiseau de Prométhée que vous avez à droite au sujet des marionnettes figurant Zeus, c'est celle que vous avez là, Prométhée ou Dionysos. Donc le premier, extrêmement impressionnant, fait d'osier tressé, présente une allure animale, un corps surmonté de flammes. Le second est recouvert d'allumettes, sa tête émerge d'un très large col emplumé et sa main, couverte d'un gant gigantesque, suffit à couvrir le visage de la comédienne. Et le troisième, donc Dionysos, contraste du point de vue des matériaux et des couleurs mobilisées. Il est fait de plastique aux couleurs pop, secoue de longs fils colorés et élastiques qui ressemblent à des Scooby-Doo. Et donc, on a dans ce spectacle trois créatures divines qui mesurent plus de 2 mètres. Leur seule entrée en scène suffit à construire une atmosphère mythique. Et là encore, la différence d'échelle qui sépare ces trois personnages des parcs, par exemple, figurés aussi par des marionnettes, ou des comédiens eux-mêmes incarnant des personnages humains, permet de donner forme à une sorte de démesure mythique propre à faire advenir le divin sur scène. Je prendrai un dernier exemple de cette démesure, c'est la marionnette figurant Tirésias dans la saga d'Édipe de Mesqueux, qui offre un jeu d'échelle, là encore, tout à fait éclairant. Donc, je cite Mesqueux que je traduis au passage. Tirésias fait le lien entre les hommes et les dieux. Il est à la fois mâle et femelle, il est aveugle. Nous avons choisi une marionnette géante pour l'incarner, manipulée de derrière par un comédien caché, un manteau énorme, des bras à taille démesurée pour faire des gestes distincts, prophétiques. Chacun de ses doigts pouvait se mouvoir de manière autonome, et une tête comme une pierre, couverte de trous et de dents, presque sans yeux. En dehors de ce corps s'avançait la comédienne Ulla Baum, aveugle, les yeux grands ouverts. Elle et la marionnette derrière elle exécutaient les mêmes mouvements de bras. Quand la terrible prophétie a été prononcée, elle regagne l'intérieur de la marionnette comme une pierre, et comme un seul personnage, il se retire. Donc, l'animation et la mise en mouvement tirent parti de la démesure, puisque les acteurs dans les spectacles des anges au plafond, par exemple, sont visibles mais effacés, comme absentés, pour reprendre une expression que j'emprunte à Barthes dans l'Empire des Signes, absentés sous la marionnette qui les surmonte. Au contraire, ici, chez Mesqueux, la comédienne jouant Tirésias vient dédoubler l'incarnation du personnage. Donc Tirésias, c'est à la fois la marionnette géante et l'actrice Ulla Löfblom, qui en émane, elle aussi aveugle, ou s'y love de nouveau. Donc il est une créature double, dont l'incarnation dédoublée dit justement le caractère à la fois masculin et féminin, divin et humain. Les jeux de la grande marionnette avec le corps de chair et d'os qu'elle recouvre, souvent imparfaitement, permettent la coexistence de deux formes de figuration qui parfois se contredisent et actualisent chacune à sa manière le personnage. Le Prométhée des anges au plafond est à la fois la créature immense aux épaules carrées et au manteau démesuré qui regarde le spectateur avec rigidité, et la comédienne menue écrasée sous le manteau, mais qu'on continue de voir. Autant qu'il est d'ailleurs cet autre comédien qui lui prête sa voix caverneuse au micro plus loin sur la scène. Donc il y a une sorte de d'incarnation chorale, on pourrait dire, à trois. Et le mouvement ainsi co-construit, parfois contredit, joue de la friction, des effets de heurt pour donner à voir la divinité en marche. Les trois instances qui construisent sa figuration concordent dans un même hiératisme où Prométhée se dessine dans une forme de verticalité défiant les dieux. En face de lui, Dionysos est travaillé très différemment dans la souplesse d'un matériau caoutchouteux,
qui par dizaines de fils remue autour de lui. Le mouvement est cette fois-ci laissé à l'imprévu, à la malléabilité plastique de la matière qui enveloppe, dans son organicité, le corps du comédien, complètement invisible sous cette nouvelle peau. Et donc, lorsque la marionnette danse avec vivacité, les fils de plastique accompagnent ses mouvements, s'enroulent autour d'elle, comme les pendules dont parle Kleist au sujet de la marionnette, hein. La statue se conforme à un imaginaire dionysiaque plus déréglé, irréductible, proche des danses basiques. Au-delà de cette question d'échelle, euh, je crois que les spectacles dont je parle prolongent également un imaginaire euh, grec antique varié par les matériaux qu'ils convoquent. Donc, on a parlé de Michel Messieux, hein, et du Tirésias qui ressemble à une pierre, donc une dimension lapidaire que les marionnettes de la compagnie archétale travaillent également, d'une manière peut-être plus aboutie. Pour Antigone, Greta Bosman choisit au bord de la mer des galets et des pierres du massif de l'Estérel qu'elle sculpte grossièrement, dont elle fait émerger autant de visages à partir des empreintes figurant sur les pierres. Ce travail sur un matériau minéral, millénaire et aux formes modelées aléatoirement par les éléments, me paraît représentatif d'un rapport à l'Antiquité, symbole d'éternité, lapidaire, transmis jusqu'à nous et poli par le temps. On trouve un autre matériau chez Meschke qui fait référence non plus à la statuaire mais à la céramique grecque. À l'image des leschites à figure noire en céramique utilisés comme source d'inspiration par le metteur en scène, le corps des marionnettes est recouvert d'un noir épais. Le dessin des traits apparaît en blanc, d'une manière extrêmement stylisée, et la couleur des marionnettes d'Antigone informe l'esthétique et l'écriture d'un spectacle en négatif qui cherche à reproduire une imagerie grecque issue des vases à figure noire, dont je vous ai mis l'exemple qui est exposé à Gadagne, qui est d'ailleurs, je crois pas vraiment d'époque, mais peu importe. La musculature allongée et ferme des mollets et des cuisses, hein, resserrées autour d'articulations d'une grande finesse, reproduit la stylisation raide et longiligne des corps représentés sur les lépides grecs. Et donc, on a ces formes callipyges, mais aussi le sexe des poupées masculines qui viennent reconduire très clairement une imagerie venue des vases et qui se retrouve sur les poupées de Melchior, mais aussi, vous le voyez là, sur les dessins du Père Japel. Le sculptage des corps des marionnettes de Melchior porte la trace du ciseau, donne à voir des poupées aux traits émaciés, parfois archaïsants, comme celle de Greta Brugman. Donc là, vous avez à droite l'Antigone de Melchior et à gauche celle de le Hémon de Greta Brugman. Les visages des marionnettes adoptent un nez droit à la grecque. Chez Melchior, une bouche relativement épaisse, des oreilles larges, une arcade sourcilière bien dessinée, un menton marqué de blanc, ou pour Tirésias, des joues creusées par un trait blanc reproduisant des traits conformes à l'imagerie grecque. Les coiffures des poupées permettent de donner la dernière expressivité à la silhouette, de rendre les personnages immédiatement reconnaissables en leur donnant un type grec. En particulier, l'enfant qui guide Tirésias arbore une chevelure bouclée, courte. Le visage d'Ismène est encadré par une perruque blonde torsadée, retombant en larges boucles, donc en référence très claire à l'imagerie des vases. Et la présence de ces chevelures grises ou blondes donne au personnage des allures grecques, les dots d'attributs travaillés de manière angulaire, comme sur les vases et la statuaire hellénique. Et sur les vases grecs, le contraste est très fort. Donc vous avez le Tirésias là à droite, hein, entre des corps noirs et leurs vêtements, et c'est ce que Metzger choisit de reproduire, donc ce contraste entre des corps noirs et des vêtements. Nous passions chaque été en Grèce, nous sommes donc allés à la recherche de tissus identiques aux tissus anciens. Nous avons trouvé ces tissus blancs pour les vêtements, et ce qui est représenté nu sur les vases, on l'a laissé nu sur la scène sans se préoccuper de choquer le public. D'ailleurs, là non plus, personne n'a jamais posé de questions. Donc Antigone euh, est vêtue d'une blouse blanche à manches courtes, Eurydice d'un voile. Et donc on retrouve tous ces jeux de tissus, de drapés chez Hubert Japel, avec des tissus ornés de motifs hellénisants, mais aussi chez Greta Bussmann avec des drapés dans un camailleux d'ocre qui fige les figures ainsi produites dans un matériau naturel, organique, argileux, comme si les personnages sortaient à peine d'une pierre dont ils sont peu différenciés. Malgré cette reconduction d'une série de stéréotypes
attachés à l'imaginaire tragique, les spectacles mettent aussi en œuvre une série de déplacements par rapport aux attendus. Ils viennent reconfigurer l'imaginaire statuaire selon de nouvelles modalités de réception. Camille Trouvé et Brice Berthoud insistent, pardon, le mythe est considéré comme un matériau vivant et non pas marmoréen, et donc il travaille à une démarmorisation, une démuséification de l'imaginaire tragique qui passe par une recoloration de la Grèce. Donc on la trouve dans les spectacles de Mesqueux et des Anges au plafond en particulier. Au sujet de Mesqueux, ce choix fait référence à la céramique à figure noire, mais il est d'autant plus révélateur que Mesqueux aurait pu choisir les vases à figure rouge plus récents, peut-être plus conformes à l'imaginaire d'une Grèce au teint pâle. Il s'en explique relativement longuement. J'ai cherché des sources authentiques, j'ai trouvé les récits, ces vases trouvés dans les tombes des morts. Pardon. Ce sont des vases décorés de couleurs sombres parce que l'argile qui servait pour former les vases venait des Cyclades particulièrement blanches. J'ai été tellement fascinée par cette technique que j'ai pensé fabriquer les rôles entiers comme sur les vases. On pourrait objecter que les personnages n'étaient pas nés noirs, mais j'ai insisté parce que c'était beau, donc convaincant. J'étais prêt à me battre contre les critiques, mais personne n'a jamais remis ce point en question. Les gens, captivés par le drame, l'ont accepté sans poser de questions. Donc, retrouvant l'imagerie d'une Grèce noire, le geste d'inversion négative est double, non seulement à l'égard du Bunraku, qui travaille avec des poupées blanches sur fond noir, mais aussi à l'égard du blanc dont on a coutume de couvrir la Grèce. Il poursuit l'imaginaire d'un jeu appuyé sur les sources figurées. Il travaille sur un inanimé articulé qu'il vient mettre en mouvement par l'intervention de trois manipulateurs riz. Dans la continuité de cette approche, la proposition des anges au plafond est doublement intéressante. Tous les spectacles de la compagnie travaillent à partir de couleurs vives, donc qui viennent démarmoriser la Grèce, mais aussi ils choisissent des matériaux un peu surprenants, qu'il s'agisse notamment enfin, du papier pour la compagnie des anges au plafond ou de tissu pour Arquetal. Le choix des matériaux redessine les contours de l'héroïsme tragique. Là, je vous ai mis des marionnettes des anges au plafond, hein, qui utilisent donc des matériaux fragiles, papier, allumettes, qui font vaciller l'imaginaire statuaire du héros puissant et mythique. La compagnie est spécialisée dans l'utilisation du papier et construit son rapport au canon antique dans une forme de réflexivité qui se lie d'emblée dans le choix des titres donnés au spectacle, eux aussi ancrés dans la matière. Tentative de défroissage du mythe, tentative de démêlage du mythe. Les spectacles abordent un texte canonique, pris comme héritage d'une tradition antique, par le prisme d'un matériau ordinaire usé par le temps, papier froissé, déchiré, fil emmêlé ou rompu. La plastique de la marionnette donne à lire ce rapport à la tragédie qu'elle adapte. Le papier déploie un rapport à la tradition mythique qui engage la vigueur de la transmission livresque autant que la perte. Il symbolise la force et la fragilité de ces histoires, je les cite, qui viennent d'un autre âge, mais qui nous livrent leur sève intacte. Loin de recomposer une antiquité muséale, la forme de ces marionnettes permet de réinventer un langage tragique. On a essayé de retrouver un monde imaginaire avec des références à l'Antiquité, mais sans travailler autour de tout ce que l'on connaît de la tragédie classique, les codes vestimentaires, visuels, etc. On a voulu complètement réinventer un langage fait de papier, de couleurs ocre, jaune et rouge, tout un monde transposé qui fait que l'on ne sait pas où l'on se situe exactement. Le matériau coloré et translucide conjure toute imagerie traditionnelle attachée à la forme tragique en harmonie avec un texte, souvent drôle, très libre à l'égard de ses sources. Et donc, ce travail sur le papier est aussi, je crois, une manière de figurer un rapport à la tradition souvent livresque qui nous lie à Sophocle, qui repose sur un lien à la fois fragile, comme les manuscrits et autres sources qui nous la livrent, et ouvert, poétique, froissé, abîmé parfois, comme les marionnettes de papier de la compagnie qui la donnent à voir. On retrouve ce rapport à une tradition séculaire autant qu'à la perte dans le choix des galets d'Archétal, associés à des tissus d'une grande souplesse qui permettent eux aussi de conjurer l'imaginaire hiératique au profit d'une figuration plus flexible, plus fragile peut-être également. Le personnage tragique fait vivre à la scène dans la plastique de ses marionnettes les multiples strates enchevêtrées d'une réception plurielle qui ne fiche pas le matériau mythique, mais l'assouplit et le rend disponible à d'autres imaginaires. La grande différence entre les différentes marionnettes du corpus réside en fait dans leur technique d'animation.
Donc, les figures de Greta Brugman sont en pierre. Vous le voyez, elles ne peuvent s'animer que par le mouvement fluide des tissus qui les ornent. Comme chez Hubert Japel, le corps de la marionnette est constitué par le tissu, ce qui en fait une forme fantomatique, peu consistante, et elles sont mues par de grandes tiges sur le modèle des marionnettes balinaises. Donc, elles dialoguent littéralement avec les mouvements de la marionnettiste, comme vous pouvez le voir là, qui leur fait suivre de larges mouvements enveloppants et exploitent l'expressivité des plis de la matière. Donc, on a un imaginaire marmoréen présent dans le travail du drapé, mais assoupli et fluidifié. À l'inverse, les marionnettes de Mecque, qui sont construites en mousse, sont intégralement articulées et permettent une manipulation qui, sans avoir l'organicité d'un corps, autorise gestes et expressions du visage. Il y a un mécanisme à l'intérieur pardon, de la tête des poupées qui leur permet d'ouvrir la bouche, de hausser les sourcils, de fermer les yeux. Et on peut mentionner la différence entre le traitement de ces personnages et celui du cœur que vous voyez là, qui lui est véritablement une sculpture sombre sculptée, une sorte d'ombre devant le muret de manipulation, mais qui ne bouge jamais. Euh, donc, au sujet de ce spectacle, hein, l'écriture scénique d'Antigone emprunte à l'univers du Bunraku pour le métisser d'influences helléniques qui informent l'articulation entre les différentes écritures. Et on a une partition chorégraphique qui s'insère de manière étroite dans ce procédé d'hybridation, puisque Mesque collabore avec un maître de manipulation de Bunraku. Hein. On peut voir ce travail dans un film qui a été tourné sur la production du spectacle et qui est tout à fait consultable et montre les étapes d'un apprentissage qui passe par l'imitation des procédés de manipulation japonais. Donc, vous avez une sorte de table qui n'existe pas dans le bunraku, hein, mais qui ici matérialise presque un castelet derrière lequel les manipulateurs peuvent en partie se dissimuler. Euh, et lorsque Thérésias, par exemple, fait son entrée, guidé par le petit enfant et derrière son bâton, l'expressivité de la poupée passe par une démarche à cinq pattes, à quatre mains, dos recourbés, bras tendus vers l'avant, longs doigts accusateurs tendus en direction de crayon. Euh, donc, c'est la simple démarche, en fait, du personnage, puisqu'on voit lors des répétitions des personnages qui sont caractérisés uniquement par leurs jambes et par leurs pieds, la seule démarche des personnages leur donne leurs caractéristiques dramatiques. Et on peut reconnaître chacun des personnages par la simple différence de manipulation de leurs pieds et de leurs membres. Par exemple, lorsqu'il trébuche, hein, Tirésias voit sa tête l'emporter vers le sol. Euh, et à l'inverse, Créon que vous avez là est caractérisé par son hiératisme. Euh, ah, ok. Donc, l'exemple de Créon permet de mesurer cette manière de camper des dynamiques qui opposent les personnages, puisqu'on a une marche initiale hiératique scandée par le mouvement des bras, puis il s'arrête dans une pause, puis le montre en posture de conquérant, dominant les autres femmes, hein, s'assimilant presque aux dieux. Plus tard, on le retrouve se tenant la tête dans la main, dans une posture presque du penseur de Rodin. Hein. Euh, et tout ça contraste entièrement avec l'effondrement final de la marionnette, comme désarticulée au moment où, en fait, il porte son fils mort, le cadavre de son fils, dans les bras. C'est celui que vous voyez là, hein, que vous avez sous les yeux. Et à ce moment-là, il est presque désarticulé dès lors que les manipulateurs ne soutiennent plus ses membres. Donc, il s'avance d'une démarche lente, alourdie, portant son enfant mort dans ses bras. On a presque une créature à six bras, les deux siens et les quatre membres démons. Et ce geste reproduit en fait la réflexion de Kleist hein, sur la gravité écrasante dans laquelle les membres sont comme entraînés par le centre de gravité du corps en mouvement. On voit la douleur physiquement trouver une forme d'expressivité très éloquente euh, et, euh, et le personnage s'effondrer de manière très pathétique, hein, s'agenouiller, ajuster le linceul sur le cadavre pour reproduire une cérémonie funéraire plus grecque que japonaise d'ailleurs, avant de disparaître derrière la table. Donc on a une sortie peu conforme aux traditions bunraku, mais évocatrice d'une sorte de descente aux enfers par l'effet symétrique qu'elle suggère avec
est sorti des dieux depuis le Théologéion grec. Et les manipulateurs libèrent progressivement toutes les articulations du corps, depuis les genoux et la tête jusqu'au bassin, aux épaules, puis jusqu'aux doigts. Le regard de la marionnette dirigé vers le corps sans vie démon fait vivre et jouer le corps inanimé du jeune homme, accuse sa présence scénique au moment même où il est étendu inerte et où il n'est plus manipulé. Et je trouve que c'est intéressant de voir que il donne vie presque à ce corps mort en le regardant et en nous le faisant regarder. Voilà, donc je vois qu'il est l'heure de conclure. Euh, je dirais, pour reprendre un peu tout ce que je viens de vous raconter, que les différentes propositions qu'émaillent la fin du XXe et le début du XXIe siècle prolongent autant qu'elles discutent l'imaginaire statuaire attaché à l'Antiquité depuis le romantisme. Donc l'image de la marionnette rattachée au statut des temples pour rendre au théâtre une forme de sacralité est tout autant le creuset d'expérimentation qui permettent de restituer au jeu du comédien sa dimension gestuelle, que la voie d'exploration d'autres modalités de figuration du héros tragique. La référence statuaire est aussi le moyen d'une remobilisation de la présence plastique véhiculée par le corps du ou de la comédienne. Elle ne s'anime qu'en second lieu pour définir le jeu comme chorégraphie hiératique dans laquelle l'immobilité acquiert une signification scénique propice à figurer le mythe. Pourtant, les différentes techniques d'animation, qu'elles s'appuient sur une forme de rigidité marmoréenne ou qu'elles exploitent au contraire le potentiel expressif d'une matière souple soumise à la pesanteur, permettent d'animer cet imaginaire statuaire, de donner à voir tantôt des dieux et des héros se mouvant sur scène, dont la présence colossale et surhumaine frappe les spectateurs, tantôt des personnages pathétiques suscitant aussi bien la terreur et la pitié, et souvent les deux à la fois dans le même moment. Donc, ces propositions marionnettiques semblent capables d'offrir à l'héroïsme tragique une forme qui offre suffisamment d'affinité avec le divin, tout en permettant la remise en jeu d'une antiquité désormais conçue comme plurielle, ainsi remise en partage dans une forme d'hybridation interculturelle qui en démultiplie la valeur spectaculaire. Cette entreprise de défroissage du mythe, pour citer les anges au plafond, c'est du monstre qui est le personnage tragique, un objet disponible aux imaginaires, susceptible de s'assouplir et de descendre de son piédestal pour intégrer le jeu dramatique. Je vous remercie.